Ok, on reprend. Alors, donc, qui est le philosophe de la thèse? Qui est le philosophe de l'antithèse? Et alors, qui sont les philosophes des parathèses? Ça, quand même un gros sujet, parce que là, en fait, ce qu'on nous dit grosso modo, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étapes. 8 étapes pour l'histoire de la philosophie. Autrement dit, il y aurait 8 philosophes. Et alors le reste, où est-il? Ok, les autres philosophes, après, ils répéteraient le discours de la philosophie. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? Parce qu'il n'y en a pas juste 8. Ils vont se trouver dans la parathèse. On va y revenir. On va revenir à cette notion-là. Mais d'abord, on va revenir au grand nom que Kojève retient au sein de l'histoire de la philosophie. Donc déjà, on a Thalès, qui est à la place, du coup, de l'hypothèse. On a la thèse. Bon, bah, la thèse, le philosophe en question, c'est Parménide. J'ai découvert l'existence de Parménide, ou plutôt je l'ai redécouverte, par justement Kojève, hein, et la place en fait qu'il lui donne qui est extrêmement importante. Parménide, pour situer un peu, c'est un philosophe grec antérieur à Socrate. Ça va être important cette notion-là. Antérieur à Socrate, et on va revenir un peu sur son discours après. Ensuite, en relation, l'antithèse. Donc, l'antithèse, si vous connaissez bien votre philosophie grecque classique, vous savez, vous allez vous en douter, c'est Héraclite. Alors, là aussi, présence de guillemets, parce qu'Héraclite, c'est un discours qu'on a eu en fragment. À quel point est-ce que c'était vraiment Héraclite? C'est sujet à débat. Ensuite de tout cela, donc la parathèse. La parathèse, c'est qui la parathèse? Ben, pour Kojève, la parathèse, c'est les socratiques. Ok? Parce que du coup, son discours est divisé en 3 parties. Donc les présocratiques, c'est ce qu'on vient de poser. Thèse, antithèse, hypothèse. Ok? C'est du coup, ce bouquin-là, c'est sur cette partie-là. La parathèse, c'est donc les socratiques. Ok. C'est socratique, d'accord. Thétique. Antithétique. Platon et Aristote. Deuxième partie. On va y revenir du coup, on va un peu en parler. Platon pour la parathèse antithétique. Aristote pour l'antithétique. Ok, mais alors ensuite, c'est qui la parathèse synthétique? Parce que là, on nous a cité 5 philosophes grecs, en supposant que Socrate, du coup, est plus ou moins celui qui pose la question de la parathèse. Mais du coup, la synthétique, c'est qui? C'est... Parce que là, on nous dit qu'à la fin, on est censé trouver Hegel. Donc là, au minimum, soit on a un gap énorme entre la synthèse et la synthétique, soit on a un gap énorme ici. Eh bien, si vous connaissez bien votre Hegel, vous savez qui ce sera. Ce sera Kant. Autrement dit, là, il y a un gap de 2000 ans. Et alors là-dedans, que fait-on de Descartes? Que fait-on de Spinoza? Que fait-on de Leibniz? Et alors, je ne parle même pas de la philosophie médiévale. Que fait-on de Saint-Augustin, d'Al-Razali, tout ça? En sachant, notez bien,
que c'est un discours sur la philosophie occidentale, que Kojève met de côté tout ce qui est discours oriental. D'accord? Ça, c'est un point important. Ok. Parathèse synthétique, c'est Kant. Et ensuite, du coup, on y revient à la synthèse qui est Hegel. Ok. Mais du coup, là, entre nos ici et ici, qu'est-ce qu'on a? Et bien en fait, tout le reste. Pour Kojève, la parathèse, qui commence avec Platon et Aristote, d'un côté thétique, d'un côté antithétique, n'aura de cesse de se contrebalancer pendant plus de 2000 ans. On va passer de Platon, de la thétique à l'antithétique. Et en fait, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que on va avoir, allez, 99% de thèse, 1% d'antithèse, okay. Ça, c'est du coup la parathèse thétique. Ok. Et de l'autre côté, hop là, 99% d'antithèse, 1% de thèse. Et du coup, parathèse antithétique. D'accord. Ok. Donc là, vous avez commencé à comprendre, je pense. On passe à 98%. Ça va être les vérités de Platon. De même, ici aussi, 98% d'antithèse. Ça va être les vérités d'Aristote. Tac, 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 tac. On progresse, on progresse. Et à la fin, on arrive à Kant, qui va faire 50-50. Ok, d'accord. Donc c'est là. Voilà. C'est là où en fait se trouvent Descartes, Spinoza, Leibniz, Newton. Non, peut-être pas Newton, je crois que on va pas l'entrer chez les philosophes. Mais voilà, grosso modo, les parathèses, thèse, pourcentage de thèse, d'antithèse, jusqu'à arriver à Kant qui va faire le 50-50. Voilà. Ok. D'accord, donc, on a nos hypothèses, tatati, tatata, on a nos thèses, nos antithèses. On sait maintenant qui est le porteur de ces discours-là, donc que ce soit celui de l'hypothèse, celui de Parménide, celui de la thèse, celui de l'antithèse, et celui des parathèses, ceux des parathèses, jusqu'à la synthèse. Ok. Et du coup, bon, si Thalès pose la question de qu'est-ce que le concept, on va pas forcément s'y attarder grandement. Par contre, c'est quoi le discours de Parménide en fait? C'est quoi le discours d'Héraclite? Ok, le concept est l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Le concept est la non-éternité. Et bien là, on va entrer dans le vif un peu du sujet, parce qu'on va parler de la thèse de la philosophie, de l'antithèse de la philosophie. Et donc c'est un résumé succinct, hein, donc je ne vais pas forcément entrer dans le développement de Kojève précisément. Je vais retranscrire ce que j'ai compris. Donc, la question, qu'est-ce que le concept? Est-ce que la vérité discursive est-elle possible? Parménide, ce qu'il nous dit, c'est que la vérité est silencieuse. La
vérité est silencieuse. Okay. Plus précisément, Parménide, ce que nous dit Parménide, c'est qu'en fait, tout discours est condamné à se contredire, et donc à être faux, et que la vérité se trouve dans le silence. C'est dans le fait de se taire qu'on peut trouver la vérité. Ce qu'on va appeler le silence mystique. Autrement dit, la sphère parménidienne ou éléatique, parce que les Éléatides parménides, on les appelle les éléatiques, par rapport à la région géographique, je crois. À vérifier ça. Voilà, la vérité est silencieuse, autrement dit, la vérité n'existe pas dans le discours, dans la parole, parce que tout discours, toute parole est condamnée, destinée à se contredire. Voilà. Okay. Donc ça a des conséquences particulières, en fait. C'est entre autres le silence mystique, donc en fait, c'est l'ouverture à la méditation, à l'expérience méditative, et ça va avoir beaucoup de conséquences par rapport à Platon. On va y revenir. Ok. Héraclite, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Héraclite, lui, il nous dit le discours est possible. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, pour Héraclite, peu importe qu'on se contredise, en fait, au sein d'un discours, on trouvera toujours quelque chose d'autre à redire. Pas à redire, à dire. Donc, autrement dit, pour Parménide, le discours, il a une fin. Début, fin, et en fait, tout est faux. Tout va se contredire de votre discours, d'accord? Et donc, il faut se taire. Il faut se taire, ça sert à rien. Ça ne sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. Le discours n'a pas d'intérêt, parce que il va s'achever dans le faux. Ce que dit Héraclite, c'est « Non, Parménide, tu as tort. Le discours n'est pas un segment, c'est une droite. Ni début, ni fin. » Par contre, là où il est d'accord, c'est que là aussi, on se contredit. Là aussi, en fait, on se contredit. Alors, ça mène à autre chose. De peut-être pire, c'est que la vérité n'existe pas non plus. Ça, c'est ce qu'on appelle le bavardage. Ou le fleuve héraclitien. Ok, voilà, bavardage. Le fleuve. Ok. Voilà, ni début, ni fin. Et au centre, il n'y a en fait que des faux, vrai, etc. Et donc en fait, il peut toujours y avoir une nouvelle vérité, mais qui sera ensuite contredit par quelque chose de faux. Donc on passe de faux, vrai. Ok. Donc là, c'est pas fou, hein, parce que d'un côté, soit on nous dit, faut que tu te taises, soit on nous dit, faut que tu continues de parler. Mais il n'y a pas de fin à ton bavardage. Voilà. Et ça, Platon et Aristote, et Socrate aussi par ailleurs, ça va pas leur plaire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est un discours qui a un début et une fin, et qui soit de l'ordre du vrai. Autrement dit, ils veulent une vérité discursive. On va passer à Platon. Donc, Platon,
sa parathèse esthétique, reprend l'idée de Parménide que, à la fin du discours, on se doit d'être silencieux. Autrement dit, la vérité se trouve bien dans le silence. Il y a en fait ce qu'on va appeler l'un ineffable, qui est du coup pure vérité en fait. Mais, et donc on peut rien dire sur l'un ineffable. Donc là on est vraiment dans l'aspect thèse de Parménide. Ok? D'accord? Par contre, pour Platon, de l'un ineffable, il y a quand même ce qu'on appelle le monde de l'expérience, le monde du phénomène, c'est-à-dire le monde observable dans lequel nous-mêmes nous nous plaçons, nous-mêmes nous nous situons. Et ce monde-là, il est produit alors par ce qu'on va appeler la dyade, qui est en fait ce qui permet justement à nous, êtres humains, de pouvoir vivre, de pouvoir exister sans être effacés, sans être anéantis par l'un ineffable. Ok, la dyade. Donc qui est une sorte de frontière, de miroir, et qui permet en fait, tac, une division, une séparation. Ok, ça c'est important. Et pour Platon, du coup, en fait, vous le savez peut-être, mais pour Platon, un truc très important, c'est les idées, c'est les formes. Okay. On va surtout utiliser le terme d'idée ici. Okay. C'est l'idée. Et pour Platon, le discours philosophique ne peut avoir lieu dans sa parathèse esthétique que sur ce qu'il appelle les idées. Voilà, il y a les idées, on peut avoir un discours dessus, discursif, avec une vérité, et puis le reste du monde, le monde du phénomène, où là en fait ce n'est que le bavardage héraclitien. D'accord ? On peut dire ce qu'on veut sur le monde du phénomène, mais en fait on n'arrêtera pas de se contredire. Voilà, il y aura perpétuellement contradiction dans le monde du phénomène, et on sera dans le bavardage. Ce que nous dit Platon, c'est qu'en fait, de la séparation un peu qui est produite par la dyade, il y a les idées. Et en fait, les idées, elles sont divisées en deux choses. Ou plutôt, on peut séparer en A et non A. Ok ? Voilà. Il y a A, d'accord ? Et puis tout ce qui n'est pas A, c'est non A. Et donc ça, c'est A, c'est une idée. Et on peut avoir un discours sur une idée, tatati, voilà. L'idée n'est pas soumise du coup au phénomène. Elle n'est pas soumise au temps. Elle est éternelle. D'accord ? Elle se place donc dans ce qu'on appelle un peu ce qu'on va appeler le royaume idéal. Et donc, l'idée est en fait en dehors du temps et de l'espace. Ok, ça c'est important. Non A, lui, cette partie-là, en fait, toute cette partie-là, phénomène. Ok, monde du phénomène, monde des expériences, etc. De non A va découler deux choses. B et non B. Bam. Deuxième idée. Tac. De non B. Tac. C. Non C. Vous avez compris. À partir, en fait, de tout ce qui n'est pas une des idées, il y a une autre idée. Et encore une autre non-idée qui va, tac, 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 continuer à se perpétuer comme ça. Et donc là, Platon, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que l'objectif du philosophe, c'est de trouver toutes les idées. C'est à partir du monde du phénomène, du monde de l'expérience, de trouver tout ce qui peut être dit
en dehors du temps et de l'espace. C'est les idées, le royaume idéal. Voilà. Il y a le triangle, ok. Il y a l'idée du triangle, d'accord. Et puis il y a tout ce qui n'est pas le triangle. Et du coup, dans tout ce qui n'est pas le triangle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le carré. Et du coup, du carré, tatati, tatata, voilà. Bon, il y a tout un tas d'autres notions qui sont abordées hein, du coup, la deuxième partie sur Platon. Mais on va arriver à l'aspect contradictoire de Platon. Parce que, on le rappelle, pour Kojève, Platon est une parathèse, et donc c'est contradictoire. Il y a une contradiction, en fait, au fait de chercher à faire coexister l'antithèse et la thèse. Alors, c'est quoi la contradiction de Platon? Eh bien, en fait, là, les idées ici, elles sont en dehors du temps et de l'espace. Ok. Ce que dit Kojève, c'est que si les idées sont en dehors du temps et de l'espace, et en particulier en dehors du temps, comment est-ce qu'on peut avoir un discours dessus? Parce que le problème de l'idée, c'est qu'elle apparaît comme étant une vérité dite instantanée. D'accord? Étant donné que Platon la situe dans un espace transcendant, en dehors du temps, eh bien, de facto, elle apparaît en fait comme une sorte de point. D'accord? Et encore, parce qu'un point, du coup, ça se situe quand même dans l'espace. Mais disons que ça se situe en tant que point. Parce que pour Platon, un truc qui est important, c'est qu'il n'y a pas de structure au sein des idées. Il n'y a pas de partie. D'accord? Parce que s'il y avait des parties, on reviendrait à non B. C'est-à-dire que on pourrait à nouveau, tac, découler de C des parties, tac, tac, et donc continuer, et en fait, ce serait plus une idée. Donc un point important, c'est qu'une idée, c'est comme un atome démocritain, ça n'a pas de structure. Sauf que, le problème, c'est qu'un atome, c'est de la matière, c'est purement matériel. Donc, c'est pas du tout une idée, c'est pas du tout une vérité, c'est pas un discours. Ou en tout cas, on n'a pas à discourir dessus. L'idée, si. Et en fait, ce que dit Kojève, c'est qu'à partir du moment où Platon place l'idée en dehors du temps et de l'espace, eh bien, on ne peut plus rien en dire. On ne peut plus rien en dire, on revient à la situation de l'un ineffable. On revient au fait que, en fait, on est condamné à être au silence. On revient à la thèse, à la situation de la thèse. Voilà. Donc, Platon, ses idées, on ne peut pas y accéder. Et en ne pouvant pas y accéder, on ne peut rien en dire. On ne peut pas en parler. Donc c'est un échec pour Platon. Et là arrive Aristote. Aristote. Et ça, je vais y revenir plus tard. Je vais y revenir plus tard parce que, comme vous pouvez le voir, marque-page ici, j'ai pas fini. Donc, j'en ferai une vidéo ensuite sur le sujet d'Aristote. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter sur Platon? Sur Parménide et Héraclite, je ne crois pas. Je pense qu'on peut, oui, on peut s'arrêter là.